Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est la troisième partie de cette édition avec Territoire Sénat et les titres de l'actualité parlementaire au Sénat ce matin, Saveria. Bonjour à tous. L'offensive de Gérard Larcher. Après la débâcle de la droite républicaine dimanche, l'heure est au règlement de compte. Le président du Sénat veut rebâtir une grande alliance à droite et au centre à partir des territoires. Nous verrons les réactions au Sénat. La France de gauche existe et il est urgent de la faire réapparaître. Déclaration d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste au lendemain de la déroute du PS aux européennes. Olivier Faure qui exclut tout accord avec la République en marche en vue des municipales. Nous en parlerons avec le patron du groupe En Marche au Sénat, le sénateur François Patria. Faut-il légaliser le cannabis thérapeutique? La France est aujourd'hui l'un des rares pays européens à ne pas l'avoir fait. Pourtant, il pourrait concerner entre 300 000 et 1 million de patients. Un débat est organisé tout à l'heure au Sénat et une expérimentation devrait être lancée d'ici la fin de l'année. Comment survivre au désastre à droite? Après la déroute de dimanche, Laurent Wauquiez n'entend pas démissionner. Gérard Larcher, le président du Sénat, lance une initiative pour rassembler la droite et le centre à partir des territoires. Quelles sont les réactions au Sénat? Regardez ce reportage de Jérôme Rabier. Il a attendu 2 jours pour tirer les leçons du scrutin. Mais Gérard Larcher compte bien peser après la débâcle des Républicains. Et en faisant appel à toutes les associations d'élus locaux, le président du Sénat veut rebâtir une grande alliance de la droite et du centre dans un cadre plus large que les Républicains pour proposer une alternative politique. Je vais proposer au président de groupe parlementaire, au président des 3 grandes associations d'élus et engager une démarche au travers des territoires pour reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre. Au Sénat, Chambre des territoires, tous les Républicains font bloc derrière cette initiative, car il y a urgence avant les prochaines échéances. Les municipales, ensuite les sénatoriales, ensuite les départementales, puis les régionales. Et je pense que cette idée de nous élargir à d'autres sensibilités que nous-mêmes, mais aussi évidemment avec LR, sur cette question-là, elle est absolument fondamentale. Les états généraux proposés par Laurent Wauquiez en septembre sont trop tardifs pour les sénateurs, qui ont très peu évoqué le cas du président du parti et comptent bien davantage sur l'initiative lancée par Gérard Larcher. La solution, c'est de repartir des territoires. La solution, c'est les élus sur le territoire. Ça s'incarne par Gérard Larcher, parce que Gérard Larcher est le président de cette institution qui représente les territoires. Mais pour mener à bien cette démarche, Gérard Larcher devra surmonter l'hostilité d'une partie des députés, plutôt loyaux à Laurent Wauquiez, et réussir à attirer des élus d'autres bords, alors que le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a déjà décliné la proposition. Voilà, on poursuit la revue de l'actualité parlementaire avec dans un instant du décryptage avec la rubrique L'œil 2. A tout de suite. Voici un docteur en sciences politiques, c'est ça? Bonjour. Benjamin Morel, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Souvent. Bonjour Benjamin. La reconstruction à droite, on vient de voir ce reportage avec les réactions au Sénat. Cette reconstruction après la débâcle de dimanche, eh bien, elle pourrait passer donc, elle pourrait se jouer au Sénat autour de Gérard Larcher. Oui, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la principale force de la droite, ce sont ses élus. Pourquoi la droite est aujourd'hui encore la première force d'opposition à Emmanuel Macron? Eh bien parce qu'elle a des mairies, parce qu'elle a des régions, parce qu'elle a des départements, parce qu'elle a le principal groupe à l'Assemblée nationale et évidemment parce qu'elle détient le Sénat. Donc aujourd'hui, partir de cette base d'élus pour reconstruire alors que les électeurs n'étaient pas tout à fait au rendez-vous aux dernières échéances, c'est probablement ce qui reste de plus stable à la droite républicaine. Alors Gérard Larcher a d'ailleurs reçu le soutien de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, alors qu'on aurait pu croire que Bruno Retailleau voulait lui aussi jouer sa propre partition. Il y a des divergences idéologiques entre Gérard Larcher et Bruno Retailleau. Il y a de toute façon beaucoup de divergences idéologiques au sein des Républicains qui sont ce que l'on appelait un grand parti attrape-tout, c'est-à-dire un parti qui avait pour objectif de constituer une majorité sociologique pour ensuite arriver au pouvoir. Aujourd'hui, avec une base électorale qui se rétrécit, eh bien, il est difficile d'envisager une raison à ces divergences qui permettent de faire tenir le parti, si ce n'est justement les élections locales. On a des élections municipales dans un an. Il faut faire front. Précisément, l'objectif de ces manœuvres à droite, ce sont les bastions locaux. Il faut sauver les bastions locaux dans la perspective des élections municipales. Oui, parce qu'encore une fois, c'est grâce à ces élections municipales que la droite pourra encore ou pas tenir le Sénat au mois d'octobre 2020. Et d'une certaine façon, comme je le disais tout à l'heure, ce sont ces élus qui font aujourd'hui la force des Républicains
dans le système politique actuel. Après, il faut faire très attention parce que c'est également un risque. Il ne faut pas oublier que sous la Ve République, qui fonctionne sur la base de l'alternance, eh bien, il faut s'opposer. Et donc, si vous vous opposez de façon trop souple, vous risquez de souffrir le vote utile, ce qui est arrivé aux Républicains aux dernières élections. Et en même temps, on voit très bien que les maires, les Républicains, vont probablement aller chercher l'électorat centriste qui est passé à l'REM. Tout ça rend l'équation très compliquée. Voilà, précisément, pour garder ces élus, il va falloir faire quelques concessions, quelques alliances avec En Marche. À droite, précisément, Agir, le parti de centre-droit qui est allié à Emmanuel Macron, a lancé hier précisément un appel aux élus, les Républicains, pour les municipales. Alors, ça va être vraiment du cas par cas et de la dentelle, si vous voulez, parce que vous avez également beaucoup de communes où c'est le vote Rassemblement national qui peut être déterminant pour garder la mairie. Et ce vote, on a vu qu'il pouvait se mobiliser aux élections intermédiaires, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, il va falloir être très prudent pour chaque maire de droite et voir au regard de la cuisine locale, eh bien, quelle est la meilleure marche à suivre. Probablement que pour le coup, le national aura tout intérêt à se faire discret. Benjamin, ces résultats aux élections européennes bougent aussi. Eh bien, les équilibres au Sénat, la droite pourrait perdre, on vient d'en parler, la majorité absolue l'année prochaine lors des élections municipales. Alors il faut être très prudent, vous savez, aujourd'hui on a un schéma politique qui est en recomposition rapide, très rapide, et dire ce qui va se passer dans un an, il y a un an il n'y avait pas d'affaire Benalla, il n'y avait pas de gilets jaunes, il n'y avait pas d'élection européenne, ça reste encore très délicat. En effet, il y a un risque certain que la droite, on va dire classique, perde la majorité parce qu'elle est concurrencée d'un autre côté par le Rassemblement national, de l'autre par LREM. Après, l'effet vote utile qu'on a connu lors de ces élections européennes et qui est pour beaucoup dans l'effondrement de la liste Les Républicains, jouera probablement beaucoup moins municipal, où l'ancrage politique, les personnalités politiques jouent beaucoup plus. Donc là, le jeu pour La République En Marche n'est pas tellement de conquérir les mairies, mais d'aller chercher des élus déjà bien implantés pour les faire adhérer à La République En Marche. C'est surtout là-dessus que ça va se gagner. Très bien, merci beaucoup. Merci Benjamin pour cet éclairage. Merci. Merci à vous. Voilà, place à l'interview politique dans un instant avec le face-à-face. Merci Benjamin Morel. Merci à vous. Bonjour François Patria. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or, vous êtes sénateur En Marche et merci d'être sur ce plateau avec nous ce matin. Bonjour François Patria. L'acte 2 du quinquennat a donc commencé dimanche, c'est ce que nous dit Édouard Philippe. Comment on pourrait qualifier cet acte 2 ? C'est on continue, on ne change rien ? Je pense que dans le programme du président, il y avait un certain nombre de réformes essentielles dont notre pays a besoin et qui doivent être menées à bien. La réforme des services publics, la réforme de l'UNEDIC, la réforme des retraites, sans doute la réforme de l'économie circulaire qui avait été promis aussi, sans doute aussi la bioéthique, on verra. Mais ce sont des réformes importantes. Donc l'acte 2, ça va être dans une autre façon de mieux appréhender les attentes des Français, de mieux les entendre, de mener à bien ces réformes. Et elles doivent être faites dans un temps court. Vous nous parlez du calendrier à venir et des réformes à venir sur une réforme qui intéresse particulièrement ici les sénateurs, c'est la réforme des institutions. On en est où ? Est-ce qu'elle va, oui ou non, voir le jour, cette réforme des institutions ? À titre personnel, je le souhaite. Je le souhaite parce que non seulement c'est un engagement du chef de l'État, mais c'est aussi une nécessité de dépoussiérer, de rénover le fonctionnement du Parlement, de supprimer certaines choses comme la Cour de justice européenne, sans doute aussi de diminuer le nombre de parlementaires tel que ça avait été un engagement, donc je souhaite. Ça va se faire, à mon avis, ça devrait se faire rapidement, en tout cas les décisions, puisque j'imagine que le gouvernement va engager une consultation tous azimuts. Vous avez un calendrier en tête justement pour cette réforme des institutions ? J'ai celle qui avait été proposée par le Premier ministre dans la matière, qui était un texte de loi qui serait présenté, plus ramassé, fin juin, début juillet, qui viendrait en commission à l'Assemblée nationale, et ensuite la séquence se poursuivrait à l'automne. Et donc tout ça est en prévision d'un accord avec le Sénat. Vous pensez qu'un accord est possible avec la droite sénatoriale là-dessus ? Écoutez, je pense que depuis dimanche, les choses sont un peu plus faciles. Parce que c'est-à-dire la droite est fragilisée, c'est ça que vous nous dites ? C'est pas ça, je pense que la droite n'est pas fragilisée, mais je pense qu'elle est plus ouverte à un dialogue aujourd'hui avec le chef de l'État, compte tenu de la force que représente la REM dans le pays, et qui a été prouvée, confirmée dimanche soir. On va continuer avec vous de décrypter les résultats, d'analyser les résultats de ces élections européennes. Selon Ipsos, 27% des électeurs de François Fillon au premier tour de la présidentielle ont choisi dimanche la liste En Marche, ont voté pour la liste En Marche. Vous êtes donc capté, vous, En Marche, a capté une grande partie des électeurs de droite. Votre électorat se droitise. Qu'est-ce que ça inspire aux socialistes historiques que vous avez été ? La droitisation de votre électorat. Je suis socialiste et je suis toujours le cœur à gauche. J'ai toujours le cœur à gauche, je suis de gauche. Même si je m'abstrais aujourd'hui de ce clivage, tous les matins, je dis je ne suis ni de droite ni de gauche. Je suis à la fois progressiste et pragmatique
est convaincu que l'action du chef de l'État est la bonne. Alors, on voit bien qu'effectivement, une partie des gens, des maires de droite, des élus de droite, pardon, ont voté pour la liste Renaissance dimanche parce qu'ils avaient compris le danger. Et heureusement que le chef de l'État est monté au créneau pour montrer ce danger. Parce que montrer de ce scrutin de dimanche, on n'a pas beaucoup parlé, je retiens une chose, c'est que le Front National fait moins bien que du temps de François Hollande, que l'écart avec le chef de l'État n'est que 0,9 alors qu'il était de 12 points à l'époque, et que dans le même temps, en nombre de sièges et en pourcentage, non seulement le RN n'a pas progressé, mais qu'il a reculé. Et que qui peut le faire? Uniquement le chef de l'État. Donc, le problème n'est pas de droite et de gauche, c'est de savoir si on rassemble aujourd'hui des démocrates, des républicains, capables de faire du progressif, c'est-à-dire de transformer ce pays dans le sens où il a besoin, et de le faire avec des gens de gauche et de droite, donc précisément pas l'état d'âme. Précisément, le rassemblement à droite, Agir, le parti de centre-droit qui est allié à Emmanuel Macron, a lancé hier un appel aux élus, les Républicains pour les municipales. Vous comptez donc définitivement siphonner la droite, au risque de perdre, d'oublier en route une des deux jambes, j'allais dire, sur laquelle s'est construite le macronisme, qui est la jambe gauche. Vous verrez que dans les lois que nous allons voter maintenant, comme dans celles que nous avons votées au cours des 2 années, d'abord, si on regarde les 2 premières années, je n'ai jamais vu autant de mesures sociales prises par un gouvernement que par celui-là. Je pourrais vous en énumérer 15 ou 20 essentielles. Que ce soit pour l'école, pour les personnes âgées, pour les handicapés, pour le travail qui paie. Il y en a beaucoup. Donc, je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que ma jambe gauche marche moins bien que ma jambe droite, contrairement à ce que je dis. Pourtant, par exemple, Aurélien Taché, qui est député En Marche, Aurélien Taché, dit qu'il faut envoyer des signaux à la gauche, ne pas oublier que notre base, en 2017, venait d'abord du centre-gauche. Est-ce que vous êtes d'accord ? Notre base à l'origine vient du centre-gauche, c'est vrai. Mais souvenez-vous, la droite disait que Emmanuel Macron était le faux-né de François Hollande, et la gauche disait qu'Emmanuel Macron était de droite. Emmanuel Macron, il est en marche, il est fidèle au concept qu'il a défini lui-même, ni de droite et de gauche, et je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait une jambe qui pèse sur l'autre. Alors, chaque camp y trouve son compte, mais ce n'est pas le cas. Un mot sur la vague verte aux européennes. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement dès dimanche, a tendu la main à Yannick Jadot. Vous pensez qu'un rapprochement avec Europe Écologie Les Verts est possible? Est-ce que vous êtes favorable à l'entrée d'un vert au gouvernement? Qui pour incarner justement cette vague verte au gouvernement, maintenant que Nicolas Hulot n'y est plus? Est-ce qu'il faut faire rentrer quelqu'un? Il y a déjà un ministre aujourd'hui qui est vert. Il y a une ministre qui l'accompagne pour une portion qui est en marche, mais qui quand même est aujourd'hui très proche des écologistes, qui est même écologiste. C'est pas une question de personne. Je crois que c'est une question de politique. Et là encore, la politique s'incarne. Non, là encore, quand je vois les mesures prises par le gouvernement, par le Premier ministre, par le chef de l'État, en matière d'environnement, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit Fessenheim, que ce soit les centrales à charbon, que ce soit le pétrole demain, ce sont de vraies décisions. Je trouve que le procès de Yannick Jadot nous fait, en disant que nous ne faisons pas l'écologie, ce gouvernement a fait plus en écologie que les gouvernements précédents. Donc pas d'entrée de vert, pas d'entrée symbolique au gouvernement. Vous savez que nous sommes pour un rapprochement avec tous ceux qui acceptent de suivre la politique que nous menons aujourd'hui. Si les Verts, si une partie des Verts, ou certains Verts, parce que chez les Verts, il y a des gens qui sont d'extrême gauche, puis d'autres qui sont plus centristes. Si des Verts centristes souhaitent avec nous travailler pour faire avancer les choses, bien entendu, ils sont les bienvenus. Quelques mots sur la situation de la droite sénatoriale, sur votre regard sur ce qui se passe à droite. L'initiative de Gérard Larcher, hier du président du Sénat, Bruno Retailleau, déclarait qu'il incarne la voix des territoires. Est-ce que Gérard Larcher, à votre sens, est aujourd'hui l'homme qui peut aider à reconstruire, à sauver la droite? Gérard Larcher est redoutable, parce qu'il est habile, qu'il est fin négociateur, et que quand on a besoin de négociateurs, on peut effectivement faire appel à lui. Par contre, est-il dans son rôle? Il est président du Sénat. Il ne représente pas que les territoires, il représente aussi des habitants. Les territoires, c'est quoi les territoires? C'est quelque chose d'indéfini. Dire qu'on représente les maires, on ne représente pas tous les maires, ni tous les présidents de région et départements. Donc, je connais son habileté, qu'on fasse appel à son habileté politique, je l'entends. Je pense qu'aujourd'hui, il sort de son rôle et qu'il n'est pas dans son rôle. Il doit être aujourd'hui suffisamment indépendant pour pouvoir garder l'autorité qu'il a au Sénat. Mais maintenant, ça prouve bien, si aujourd'hui des gens, comme ceux que vous avez cités, font appel à lui, ça prouve qu'il y a le feu dans la maison. Vous regrettez qu'il soit sorti de cette neutralité, justement? Je le regrette un peu. La reconstruction à gauche, pour Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, elle passe par une alliance avec les écologistes. Olivier Faure, qui exclut tout accord avec La République En Marche en vue des municipales. Avant d'entendre votre réaction, on va regarder ce reportage de Sandra Cerquera. Jamais le PS n'a connu plus mauvais score à un scrutin européen. La faute à l'émiettement des voix à gauche, selon Olivier Faure. Il appelle désormais au rassemblement, en lançant un appel à Yannick Jadot notamment. Les gens qui sont venus voter pour Yannick Jadot sont pour une immense majorité des femmes et des hommes de gauche. Il y a aujourd'hui en fait une gauche qui est à 32% et qui ne demande, je parle là de l'électorat, qu'à se rassembler. Encore faut-il que les égos
parfois démesurés des uns et des autres, ne conduisent pas à la division permanente. Reconstituer une gauche de gouvernement, les socialistes veulent y croire. Pour beaucoup, c'est une question de survie. On est quand même à même de comprendre les uns et les autres que hors l'union, point de salut. Mais pour d'autres, l'enjeu c'est de travailler sur les idées et l'identité du PS plutôt que de vouloir courir après un hypothétique rassemblement. Commencer par des alliances électorales, c'est, je crois, ne pas répondre aux messages envoyés par les Français. Parce que le premier à 13,7, le dernier à 2,5, enfin, personne n'est en situation de prendre le pouvoir de main et d'exercer les responsabilités. Donc la question qui nous est posée, c'est que personne n'a considéré, aucun Français, que individuellement, nous pouvons porter demain une alternative. Donc la question qui nous est posée, c'est pourquoi ? Malgré un faible score, Olivier Faure s'épargne une crise interne et met sa formation en ordre de marche pour les municipales de 2020. Mais avec quelles alliances? Le sujet sera au cœur des discussions du Conseil national du parti. François Patria, pas d'accord en vue des municipales avec le PS. Est-ce que vous le regrettez? Non, je pense que pavoiser quand on fait 6 au lieu de 5, ça peut faire plaisir un soir, mais c'est pas ça qui structure la politique française. Je pense que le PS a tort s'il ne cherche pas aujourd'hui à participer à l'effort de ce que fait le gouvernement. Mais je crois qu'une partie des socialistes ont compris. Additionner tout le monde pour arriver à 32, un peu tiré par les cheveux. Tout ça ne fait pas une majorité, ni une majorité d'idées, ni rien. Je crois que le PS aujourd'hui a besoin de se refonder totalement. Je crois qu'il survivra sous une autre forme avec d'autres hommes, qu'il y aura demain un parti socialiste, mais pas comme ça. Mais pour l'instant, je pense que nous devons ne pas sortir de ni droite ni gauche et le faire. Donc, je suis convaincu qu'il y a des socialistes, et j'en connais déjà, qui travailleront avec nous pour les municipales. J'en ai déjà rencontrés. Lesquels? Vous avez des noms à nous donner? Permettez-moi aujourd'hui de ne pas donner, non, mais j'en connais déjà, et des maires de villes importantes. Pour terminer, quel est le regard que vous, ancien socialiste, vous portez sur les 6,1% qu'a fait le PS dimanche? Je viens de vous le dire à l'instant. Je crois que le PS, depuis 20 ans, ne produit plus d'idées, ne produit plus de programmes, n'a plus d'hommes en capacité aujourd'hui d'assumer des responsabilités essentielles. On est encore sur des personnages, sur des gens de la classe, la génération politique à laquelle j'appartiens, qui n'ont pas su, qui ont fait de la politique comme à la fin du XXe siècle, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de programme et qui n'ont pas d'idées. Donc il faudra retrouver cela. Et pour terminer, le nouveau leadership à gauche, il est incarné par Yannick Jadot, c'est lui, le nouveau leadership de la gauche? Non, parce qu'on dit ça à chaque élection européenne. On l'avait dit lorsque Cohn-Bendit l'avait fait une fois, on l'avait dit en 2009, souvenez-vous. En 2009, maintenant la gauche... Mais les autres partis de gauche n'étaient pas laminés comme ils l'ont été dimanche. Ils n'étaient pas laminés aujourd'hui, mais je pense que le vote écologiste, c'est pas seulement un vote de gauche. Il y a aussi un tiers des jeunes qui ont voté écologiste, c'est pas seulement un vote de gauche. Merci. François Patria, j'ai une question personnelle pour vous. Vous êtes vétérinaire de formation. J'ai vu que vous êtes sorti major de la promotion de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, de Maison Alfort. Très belle école. Très belle école, je le sais, je la connais. Les quotas de prélèvement sont revus à la hausse pour le loup. On l'a vu, c'est la une de Midi Libre. On le verra dans la revue de presse dans un instant. On va donc tuer beaucoup plus de loups en France. Emmanuel Macron avait déjà autorisé ces prélèvements l'année dernière. C'est bien ça? Pris comme tel, disons on va tuer plus de loups, c'est la vérité. Ça peut choquer beaucoup de gens. Ce que je veux dire, c'est que dans la loi biodiversité, dont la commission mixte paritaire aura lieu fin juin, il y a ce qu'on appelle la gestion adaptative. Il n'est pas question de dire qu'on va systématiquement tuer tel ou tel. Il y a des espèces d'animaux qui sont en surnombre dans certains territoires et où il faut prélever. Il faut prélever un équilibre. Un équilibre entre le pastoralisme et l'habitat du loup par à côté. Donc s'il y a des territoires où aujourd'hui les dégâts sont trop importants, le loup s'étend, le loup arrive en Bourgogne, il est en Bourgogne aujourd'hui, il est sans doute dans le nord-est à côté, il s'étend, il se développe, laissons-le se développer tel quel aujourd'hui, mais ne laissons pas des surpopulations. Ça c'est l'avis de l'homme politique. Surpopulation, non. Le vétérinaire. C'est l'avis du vétérinaire. Je pense que l'équilibre, si on veut un équilibre biologique, aujourd'hui, il y a des territoires, et je suis aussi chasseur, on me le reproche souvent d'ailleurs, mais tel quel, il y a des territoires, je connais des départements aujourd'hui, dans le sud, où maintenant, la population de chevreuils a disparu pratiquement à cause des loups. Donc, vous voyez bien, il y a un équilibre. Merci Alors, François. est-ce que vous préférez mourir des chevreuils que des loups? Voilà, merci François Patria, sénateur de la Côte d'Or, En Marche. Merci beaucoup. Un tout autre sujet maintenant. Faut-il légaliser le cannabis thérapeutique? La France est aujourd'hui l'un des rares pays européens à ne pas l'avoir fait. Pourtant, il pourrait concerner entre 300 000 et 1 million de patients. Une expérimentation devrait être lancée d'ici la fin de l'année. Explication Marvin Guglielmiti. Elle consomme régulièrement du cannabis. Comme 6000 personnes en France, Mado Gilanton est atteinte de la syringomyélie, une maladie de la moelle épinière. Tous les jours,
elle souffre de douleurs neuropathiques sévères. Le cannabis a permis de reprendre une vie sociale, m'éloigner de la douleur. J'ai une chance inouïe parce que j'ai un effet rémanent avec le cannabis thérapeutique et ça m'a permis effectivement d'avoir une qualité de vie bien meilleure. S'il est légalisé, entre 300 000 et 1 million de personnes en France pourraient en bénéficier. C'est déjà le cas de 21 pays sur les 28 de l'Union européenne. À la demande du ministère de la Santé, l'Agence du médicament a créé un comité d'experts pour étudier la question du cannabis thérapeutique. Car en l'absence de légalisation, certains malades sont contraints de se fournir sur le marché noir. C'est un cannabis non contrôlé qu'il coupe avec le tabac. Et c'est pas ça qu'il faut pour ces malades. Là, on est face à des psychotropes. Ces gens-là n'ont pas besoin de psychotropes, mais ils ont besoin d'un médicament qui est le cannabis, préparé à cet effet pour soulager les douleurs de ces personnes. Une phase d'expérimentation sera lancée avant la fin de l'année 2019. Une dernière étape avant une éventuelle légalisation du cannabis thérapeutique. Voilà, on passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, Saveria. À 14h30, un débat dans l'hémicycle sur le cannabis thérapeutique, on vient d'en parler, qui pourrait concerner entre 300 000 et 1 million de personnes en France au sein de l'Union. 21 pays sur 28 autorisent son usage. La France s'y refuse. À 14h30, autre débat sur le thème de la lutte contre la fraude à la TVA transfrontalière. Selon un rapport publié par la Commission européenne, l'écart de TVA, soit la différence entre les recettes théoriques et les sommes effectivement perçues, s'établit à 147 milliards d'euros. En 2016, comment lutter contre cette fraude magistrale, c'est l'objet de ce débat. Et puis, autre temps fort à 14h30, la présentation du rapport de la mission commune d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs. Cette mission d'information sur la pédophilie avait été créée après le rejet de la demande d'une commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. Merci Saveria. Ce qui se passe au Sénat donc aujourd'hui, on passe tout de suite à la une de la presse quotidienne régionale ce matin. Avec la une de l'Alsace pour commencer, des centaines d'emplois supprimés à Belfort. On en a beaucoup entendu parler toute la matinée. À Belfort, c'est la douche froide. General Electric va supprimer plus de 1000 emplois. C'est un quart des effectifs du groupe américain dans le département et la moitié de ceux de l'activité turbine à gaz pour certains syndicalistes. Une telle hémorragie est même un premier pas vers la fermeture totale de cette activité pour l'agglomération et le département. Ce plan social massif, c'est un coup dur. 3000 emplois directs et indirects sont menacés dans le département, a confirmé hier Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et puis à la une du courrier Picard, ça sent le roussi, c'est le titre. La reprise du site Whirlpool d'Amiens tourne au fiasco faute de trésorerie. La société qui avait repris l'année dernière l'usine après sa fermeture va être placée en redressement judiciaire au centre du projet de reprise du site. Figurait notamment la fabrication de casiers réfrigérés connectés pour se faire livrer ses courses. Après l'annonce en janvier 2017 de la fermeture de l'usine par Whirlpool, la lutte des salariés elle était devenue le symbole des délocalisations industrielle. Elle s'était même invitée dans la campagne présidentielle avec notamment une passe d'armes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors de l'entre-deux tours. À lire dans la dépêche du midi et sur le site internet, surtout ce matin, une candidature pour Toulouse qui surprend celle de Jean-Pierre Bel. Et c'est Jean-Pierre Bel, l'ancien président socialiste du Sénat qui déclare être disponible pour les municipales de 2020 à Toulouse. Mais il prévient la priorité du moment, c'est la définition d'un projet pour Toulouse et l'organisation du rassemblement autour de ce projet. Jean-Pierre Bel qui veut réunir les différentes familles de gauche. J'ai refusé les petits arrangements entre amis, encore plus les lots de consolation. Si l'on veut perpétuer ces pratiques, je le dis, je n'en serai pas. Voilà, déploiement de la 5G à la une de Ouest France ce matin, la téléphonie mobile, bientôt 5G un peu partout. Faut-il s'attendre à une nouvelle révolution avec l'arrivée de la 5G ? Pas sûr, surtout si on réside en zone blanche. Le dévoilement de la 5G prévu en 2020. À la clé, une circulation des données accélérée et des progrès dans les objets connectés. La France donnera le coup d'envoi de la 5e génération comme prévu en 2020, a déclaré hier le président de l'ARCEP, Sébastien Soriano. L'arrivée de la 5G va permettre de nouveaux usages dans des domaines clés tels que la télémédecine ou le véhicule connecté. Voilà, à la une de Midi Libre, une controverse sûrement qui va t'arriver, on va en parler beaucoup dans les mois qui viennent. Feu sur le loup.
Dans la nuit de samedi à dimanche, un loup a été abattu dans le Gard. Il aura fallu 2 ans de traque pour trouver ce loup, responsable de la mort de près de 360 animaux parallèlement. Eh bien, on va apprendre que la population des loups dépasse les 500 spécimens en France. Face à l'inquiétude des éleveurs, le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures, comme par exemple augmenter le quota de loups qu'un éleveur peut abattre en cas d'attaque. Le quota d'abattage a d'ailleurs été revu à la hausse fin 2018, en passant de 43 à 51 loups par an. Merci Saveria, à très vite, au revoir. À très vite, à la semaine prochaine, lundi. Voilà, nous on continue dans un instant. La météo des territoires, vous allez voir le temps qu'il fait en France, ça s'améliore beaucoup avant un week-end et un jeudi de l'Ascension où il va faire très beau et très chaud, près de 30 degrés. Et puis ensuite on regardera le Zap Matin de Christophe Combarieux ensemble. Là ce sera ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques, mais également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. Et puis on se retrouve juste après, à tout de suite, au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Votre ancienne famille peut disparaître? Mais ils ont disparu. Ils ont disparu. 8,5%. Ils ont disparu, mais ils ont disparu depuis très longtemps. Bruno Le Maire, il écrit de très beaux livres, je lui ai dit d'ailleurs, mais en revanche, j'ai un désaccord politique. Et pardon, mais ces leçons de fidélité sont quand même absolument hallucinantes. Il a choisi, lui, et c'est son choix, c'est respectable, c'est comme ça, de s'allier avec des anciens socialistes, etc. Je vous demande si vous avez l'intention de vous allier avec Absolument pas. Avec l'estonien Dekre, ce parti que Marine Le Pen est allée visiter, tout à fait. Avec qui elle a fait un geste de suprémaciste Non, mais blanc. pas du tout. Mais arrêtez d'être méprisant, monsieur Cohen. Non, mais si vous êtes méprisant. On peut faire porter le chapeau à qui on veut. La réalité, c'est celle-là. Et on a tous notre part de responsabilité. Et l'heure est vraiment pas à chercher des boucs émissaires. Avec des gens de notre famille politique qui passent leur temps à tirer contre leur camp, c'est insupportable. Comme Madame Pécresse qui a créé sa petite PME, sa petite succursale de division. C'est un fait. Il meurt de la faiblesse de sa pensée politique. Il meurt de son flou. Il meurt de ses ambiguïtés, de son refus de choisir et notamment de son refus de choisir entre la ligne mondialiste et la ligne nationale. Partout, les extrêmes montent. Et ils montent sur quoi? Les peurs, les mensonges, l'aide de puissances étrangères qui veulent détruire le projet européen et notre incapacité à apporter une réponse efficace à ce que demandent nos concitoyens. Nous avons au moins réussi une chose, il y a une majorité possible sans les extrêmes. Ne faites pas votre Nicolas Dupont-Aignan, on a déjà eu ça. Ah non, mais je quitterai pas le plateau et je viens volontiers discuter avec vous, même si c'est vif, ça fait partie du responsables politiques n'ont pas quitté le plateau, ont accepté le débat. Mais c'est vrai que, je vous donne mon ressenti, mais c'est vrai que quand on vient sur le service public, je pense qu'il y a un minimum de neutralité à avoir. Et c'est vrai que bien souvent, comme j'ai eu cette impression ce soir avec M. Cohen, c'est qu'on a un traitement un peu particulier qui nous est réservé. Il y a eu une élection ce dimanche et un résultat à ces élections. Donc je pense qu'après on peut faire dire tout. On est arrivé en deuxième position à 0,9 points derrière le Rassemblement national. Nous n'avons pas gagné, mais nous n'avons pas non plus eu un résultat catastrophique qui nécessite un changement de cap de la part du président de la République. Certains estiment pouvoir encore peser à l'intérieur de LR et essayer de changer la ligne politique de ce parti. Je leur souhaite bon courage. Je leur souhaite bon courage parce qu'aujourd'hui ils sont minoritaires et des personnalités comme nous, de la sensibilité jupéiste, nous ne nous sentions plus les bienvenus à l'intérieur de LR. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve tard, c'est-à-dire lundi prochain, à cause du week-end de l'Ascension. D'ici là, passez un bon week-end de l'Ascension, un bon jeudi de l'Ascension en tout cas. Et vous allez voir, la météo va beaucoup s'améliorer en France. On l'a vu tout à l'heure dans la météo des territoires.
Alors, bon week-end à ceux qui vont en prendre un et à très bientôt, donc à lundi. Au revoir.